Nous sommes 3 personnes à préparer et animer ce webinaire. Donc tout d'abord, Damien Gervaise d'Alpes Santé Travail. Bastien, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour te présenter. Bonjour, Bastien Jalifier, je suis intervenant en prévention des risques professionnels auprès du service de la Métrasif, qui est un service de l'agglomération grenobloise. Voilà. Et Loïc Lyon, donc responsable du pôle de prévention de PST38, donc un petit groupe d'animateurs isérois, mais pour tout présence Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Alors, le thème du jour, le document unique. Je reviendrai rapidement sur les rappels réglementaires qui ont trait au document unique et notamment les nouveautés de 2022 suite à la loi de 2021, les objectifs recherchés autour du document unique et ensuite, je ferai l'introduction, mais Bastien rentrera dans les détails de la démarche à proprement soit dit, ce pourquoi vous êtes là. Donc, sur déjà ce qui est présence, pourquoi est-ce que le webinaire aujourd'hui est affiché présence, c'est le regroupement des différents services de prévention et de santé au travail. On couvre les 2/3 des salariés de France, 15 millions de salariés, 1,5 million d'entreprises. L'objectif de présence, c'est de pouvoir mutualiser lorsqu'il y a besoin, notamment autour de webinaires comme aujourd'hui. Ça permet de pouvoir toucher un public plus large et du coup d'être plus efficace dans notre accompagnement des entreprises. En effet, les services de prévention et de santé au travail sont des associations à but non lucratif, administrées, contrôlées de manière paritaire par les employeurs et les salariés, dans le but, alors avec une organisation géographique et de compétences. Si je prends l'exemple de l'Isère, vous voyez, on est 3 services sur différents territoires de l'Isère clairement identifiés pour les différents secteurs d'activité hors BTP. C'est un autre service qui s'occupe du BTP. Cela est en fait organisé par la DRETS, les représentants locaux du ministère du Travail. Et en termes d'organisation, en fait, le ministère du Travail est entouré de différents professionnels. C'est lui qui coordonne notre action, mais on est en appui à travers du coup les infirmiers, les préventeurs que nous sommes aujourd'hui, les assistantes pour apporter notre support aux entreprises adhérentes et aux salariés qui y travaillent à travers différentes actions, tant sur la prévention des risques professionnels. C'est le but aujourd'hui de vous accompagner sur l'évaluation des risques à travers le document unique, mais également de vous conseiller sur les actions à mettre en œuvre, sur les solutions techniques, organisationnelles, humaines que vous pouvez également, sur des cas concrets, développer. Et puis sensibiliser votre encadrement ou sensibiliser vos salariés sur des problématiques bien précises autour des risques professionnels. Les équipes du pôle santé également font un suivi des salariés en termes d'accompagnement sur tout ce qui va tourner autour de la conscience des risques et comment s'en protéger. Donc ça, c'est tout ce qui est visite d'information de prévention, sur sensibiliser vos salariés aux risques, mais également adapter un suivi. Donc là, on revient sur vraiment la naissance de la médecine du travail, faire un suivi de l'état de santé de vos salariés pour s'assurer d'une part qu'il n'y a pas d'atteinte liée à l'activité professionnelle, qu'il y a un maintien de l'aptitude et un maintien de l'aptitude notamment par rapport à l'évolution du salarié dans sa vie personnelle et que dans le temps, il soit toujours apte à son travail. Et là également, un renfort des équipes disciplinaires avec des personnes autour d'une cellule de maintien d'emploi pour s'assurer que lorsqu'on a des éléments d'alerte, on puisse travailler avec vous, avec le salarié, sur son maintien en emploi et éviter le risque de désinsertion professionnelle. Voilà pour le fonctionnement de présence et des services de prévention et de santé au travail. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la prévention des risques et du document unique. Donc,
déjà, pour m'assurer que je ne vous ai pas perdu, un petit sondage sur l'historique du document unique. Donc, je vous laisse quelques secondes, quelques instants pour remplir ce petit sondage sur l'année de mise en place du document unique. Depuis quand est-il obligatoire? Merci. Donc, vous êtes 90% à avoir participé. 55% ont clairement identifié l'année de 2001. Hein, alors, historiquement, cette notion d'évaluation des risques professionnels et de faire de la prévention des risques professionnels prend son origine en 1989 via une directive européenne qui a été transposée en 1991. Donc en 91, on a demandé à ce que les employeurs prennent soin de la santé et sécurité de leurs travailleurs et ont intégré des principes de prévention qui, d'une part, mettent en avant l'objectif d'éviter les risques lorsque c'était évitable, mais si ce n'était pas évitable, de les évaluer de manière à avoir conscience des risques professionnels pour les salariés et de mettre en place des actions de prévention pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. En 91, il n'y avait pas de document unique. En 2001, de par le constat que très peu d'entreprises avaient structuré et formalisé l'évaluation des risques demandée en 91, un décret d'application est venu justement structurer la mise en place d'un document unique avec une circulaire l'année suivante visant à conseiller des éléments et des méthodes pour formaliser ce document unique. L'objectif du document unique était initialement vraiment de garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de réduire, l'objectif c'est de réduire les accidents du travail et maladies professionnelles qui ont un coût pour l'entreprise, tout comme pour la société en général. Et puis, qui en plus, pour les salariés, ont un réel impact sur le quotidien. En cas d'absence de ce document unique, une contravention de 5e catégorie, mais également si il y a un accident grave et qu'on a une absence de document unique, on est vraiment dans une situation de faute inexcusable de l'employeur. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous en avez conscience. Par contre, il y a une mise à jour du document unique et de son application dans les entreprises suite à la loi de l'année dernière. Donc, un petit point sur ce qui change. Tout d'abord, déjà par rapport à ce que je disais sur le fait qu'en 2001, on a travaillé à la formalisation à travers un document unique parce qu'on s'apercevait que l'évaluation des risques n'était pas suffisante dans les entreprises. Les TPE aujourd'hui ont des difficultés à mettre en œuvre ce document unique et à avoir un document unique de qualité. Ce qui fait que le législateur souhaite renforcer le contrôle, s'assurer de qui a et qui n'a pas lancé de démarche de prévention dans sa structure et du coup demande à ce que, à partir de 2024, toutes les structures aient déposé leur document unique et déposent leur mise à jour régulièrement de manière à pouvoir s'assurer de l'évolution de la prévention dans la structure, de s'assurer que l'employeur a une réelle démarche d'amélioration des conditions de travail, puisque au-delà de la formalisation et de son dépôt, la nouveauté est que les différentes versions seront conservées 40 ans, chose qui était recommandée, mais pas obligatoire jusqu'à maintenant. Il continue à être tenu à disposition des travailleurs, mais nouveauté, il est également consultable par les anciens travailleurs. Il doit être tenu à disposition de manière à pouvoir s'assurer des risques auxquels a été exposé le salarié et notamment de pouvoir voir si certaines expositions ont pu avoir un impact au cours de la vie. Et clairement, pour des maladies professionnelles qui arrivent
à un certain âge, on va pouvoir remonter sur les expositions qu'il y a eu et essayer de vraiment faire la part des responsabilités de chacun. Jusqu'à maintenant, sur certaines maladies professionnelles, hein, on va prendre le dernier employeur, ce qui n'encourage pas forcément à l'embauche des seniors. Et du coup, le fait de pouvoir avoir vraiment l'historique et le suivi sur les anciens travaux, enfin sur l'historique de l'exposition du salarié, cela permet en fait de vraiment retrouver l'historique des expositions, les parts de responsabilité. Évolution depuis le 31 mars autour de l'implication des salariés. On va y revenir, mais clairement, le document unique, la démarche de prévention, c'est une démarche pour les salariés et donc nécessite vraiment d'inclure les représentants du personnel et le CSE, hein, qui est obligatoire à partir de 11 salariés. Et puis, impliquer les services de prévention et santé au travail, les différents organismes. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le service devait avoir accès et on devait nous envoyer le document unique. Là, on doit vraiment être impliqué dans la démarche. Alors, clairement, on est là pour conseiller dans l'évaluation sur les actions de prévention qui sont en place, de manière à ce que vous ayez vraiment un maximum d'informations et de recul sur les risques qui sont présents dans votre environnement. On voit régulièrement des entreprises qui sont appuyées sur les branches professionnelles. Il y a de très bons documents uniques qui sont faits par les branches professionnelles. L'idée de mixer les sources d'information et les visions des risques présents permet vraiment d'améliorer l'évaluation. Afin de mettre en place des actions de prévention. Pour les structures de plus de 50 salariés, ces actions de prévention doivent être annuelles. On doit vraiment avoir un programme qui permet d'améliorer chaque année, petit à petit, la prévention des risques professionnels. Pour les structures de moins de 50 salariés, aujourd'hui, on va demander à mettre en place un plan d'action et de formaliser ce plan d'action. Voilà. Tout ça se structure autour du document unique et doit être consigné dans le document unique, chose qui n'était pas obligatoire jusqu'à maintenant, mais on voit que du coup, les conditions de travail n'évoluaient pas forcément. En termes de mise à jour annuelle, les structures de moins de 11 salariés, en fait, on va alléger ce travail de revue de l'évaluation des risques, l'objectif étant de vraiment inscrire et d'avoir l'énergie sur le plan d'action. Donc, plan d'action qu'on appelle également pour les structures de plus de 50 salariés, le PAPRI-Pacte. Donc, c'est vraiment les actions de prévention mises en place à chaque mise à jour et avoir une démarche d'amélioration dans le temps. Donc, la réalisation du document unique, elle permet avant tout d'aborder les risques professionnels et d'aborder les risques professionnels avec vos salariés. C'est important que ce soit eux qui soient impliqués, que ce soit eux qui aient conscience des risques auxquels ils sont exposés et des moyens de prévention que vous avez définis. Donc, si on veut améliorer les conditions de travail et réduire les risques professionnels, réduire également du coup les accidents de travail et les maladies professionnelles, c'est vraiment aux salariés à avoir conscience des risques qu'il prend et des moyens de prévention que vous avez définis. Et la responsabilité de l'employeur est vraiment de mettre en place les actions de prévention les plus efficaces. Donc tout ça est cadré par la réglementation et c'est une obligation réglementaire de le faire. Évaluer les risques, c'est mettre en place, c'est pour pouvoir mettre en place les actions de prévention qui répondent aux besoins. L'idée, c'est de pouvoir vraiment identifier ce qui est nécessaire de mettre en place par rapport à l'existant et qu'est-ce qui est pertinent de mettre en place. Être objectif sur votre plan d'action. Sur les étapes de la démarche, de manière à structurer la prévention et la réalisation du document unique, il y a une étape de préparation qui est très importante. C'est déjà définir comment vous allez faire vos documents uniques et le faire vivre dans le temps.
L'idée, c'est pas de faire un document unique, je suis tranquille, je le range dans le dossier, je l'affiche et j'ai fini. L'idée, c'est vraiment d'entrer dans une démarche d'amélioration continue avec un repérage et une identification des risques présents, leur évaluation, leur hiérarchisation, de manière à mettre en place les actions et les solutions les plus pertinentes à l'instant T, et ensuite de faire vivre ce document. On est vraiment sur une route d'Hemming avec des actions d'amélioration dans le temps. Donc, la préparation, étape essentielle de la démarche, c'est d'identifier qui vous allez inclure, à quel moment, alors quels sont les éléments que vous allez avoir nécessaires et comment vous allez mettre en œuvre tout cela, avec l'objectif du coup d'évaluer vos risques et les actions à mettre en œuvre derrière. Alors le qui, pour la création, tant pour la mise à jour, avoir un groupe de travail avec des personnes qui ont différents niveaux d'implication dans l'entreprise, des personnes qui sont constructives, avec une implication nécessaire à la direction. Il faut qu'on ait des personnes qui sont issues du terrain et lorsque c'est présent, inclure le CSE, impliquer le service de prévention à différents moments de la démarche, tout en gardant l'accès au DU pour les différentes personnes et notamment également la CARSAT et l'ADRETS. Construire, s'approprier la démarche, donc là-dessus on a tout un tas de solutions qu'on verra un peu plus loin. Ça, c'est à vous à voir celle qui répond le mieux à votre structure en termes de taille, de format. Fixer les objectifs, et les objectifs notamment dans le temps, hein, comment on s'y prend à chaque étape, quel délai on se donne, de manière à ce que ce soit intégrable dans la vie de l'entreprise. Il n'y a pas de document type, hein. Ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver en termes de ressources sur les NRS auprès de votre branche professionnelle, mais également auprès du coup de votre ESP, enfin le service de prévention et de santé au travail. Le comment, ça c'est définir les unités de travail qui correspondent à votre activité, hein, et l'organisation de l'activité, comment sont exposés vos salariés à tel ou tel risque, et définir le planning. Les unités de travail, hein, le découpage se fait selon différentes méthodes. L'idée de pouvoir avoir un découpage qui permet d'aborder les risques et les dangers qui sont similaires pour les différents salariés. Il faut être simple, ne créez pas une usine à gaz. Clairement, quels sont les risques auxquels sont exposés tous les salariés? On fait une unité d'exposition commune. Et après, pour les spécificités de chacun, si l'activité est découpée géographiquement, ça simplifie. On fait un découpage géographique qui travaille dans l'atelier, qui travaille dans la partie administrative. Si les personnes sont polyvalentes, on peut créer du coup un seul groupe, une seule unité de travail. Si les locaux, les activités sont découpés différentiellement, on va prendre en fait, on va reprendre les fiches de poste des personnes de manière à vraiment travailler sur la tâche et pas forcément la localisation des personnes. Voilà. En termes de danger, de risque, il y a deux notions qui sont importantes de comprendre, hein. C'est que le danger est ce qui va créer un dommage. Le risque, ça va être quelque chose qui va être lié à l'exposition à ce danger. Donc, c'est vraiment l'étude des conditions d'exposition des travailleurs aux différents dangers qu'on a dans l'environnement de travail. Autre schéma, hein, sur la présence d'une pomme qui peut tomber. Ça, on s'en est rendu compte avec Newton, hein, c'est qu'une pomme peut être un danger si elle tombe. Mais si je n'ai personne sous la pompe, je n'ai pas d'exposition, du coup, je n'ai pas de risque. Si je n'ai pas de pomme, même si je me retrouve sous le pommier, j'ai une exposition, mais pas de risque. Et c'est vraiment le fait d'être dans l'environnement et le risque d'être en contact avec la source de danger qu'il faut évaluer. Donc, attention aux erreurs qu'on trouve assez régulièrement. Ne pas rentrer sur une méthode trop complexe
du coup, qui va alourdir votre démarche d'évaluation des risques, avec des cotations. Parfois, on veut coter la fréquence d'exposition, la gravité, les différents niveaux de maîtrise liés aux, aux moyens de prévention techniques, mais on va du coup coter également différemment les moyens de prévention organisationnelle puis humains. Restez simple sur les différents critères que vous allez utiliser en termes d'évaluation des différents paramètres. Une mauvaise appréhension du document, hein, c'est-à-dire que de vouloir trop sous-traiter et d'avoir une méthode du coup que l'encadrement, les salariés ne puissent pas s'approprier, le document, c'est sûr, réglementairement, vous allez avoir répondu à l'obligation réglementaire, mais en termes de résultats et d'amélioration des résultats de sécurité de vos structures, vous n'allez pas y être. Donc vraiment, le besoin d'impliquer les personnes de manière à ce que votre document unique soit vraiment un outil de pilotage, mais également un outil de communication et d'amélioration de la maîtrise des risques par vos salariés. Hein. Être sur la communication des risques, comment vous les avez évalués, les risques qui sont présents dans l'environnement de travail, ce que vous avez prévu en termes de moyens de prévention, c'est un des outils de communication et du coup de maîtrise des risques. Voilà pour cette introduction, de manière à pouvoir rentrer dans le vif du sujet, hein, la méthodologie. Je vais laisser la parole à Bastien qui va prendre un peu plus de temps sur les différentes étapes de la méthodo. Donc pour être sûr que je n'aurai pas perdu des personnes entre différents éléments, on va passer à un deuxième quiz. Alors, est-ce que vous pouvez réaliser le document unique seul? Du coup, Bastien, je ne sais pas si tu as vu sur les résultats du sondage. Non. D'accord. On est à 90% de participants. On a 80% de non, on ne le fait pas seul. Donc, je pense que le message a commencé à être bien passé. Voilà. Je te laisse la main pour. On peut vous partager les résultats de ce sondage. Donc, effectivement, les réponses vont dans le bon sens et vous avez bien écouté la dernière slide. Tout va bien. Pour reprendre du coup cette présentation, j'espère que vous voyez tous mon écran. On a bien repris la suite. Donc, on va parler de méthodologie, passer un petit peu plus de temps sur le comment réaliser finalement, comment remplir votre tableau, votre document unique et satisfaire votre obligation. J'insiste bien sur le fait que cette première étape de repérage, d'inventaire des risques, fait suite à la préparation de la démarche, puisque si vous ne partez pas avec des bases solides, tout votre travail en aval va être un petit peu bancal et va vous conduire à de grosses difficultés. Donc les points abordés par Loïc sont extrêmement importants, à savoir qui est-ce que vous impliquez dans la démarche, quel document vous allez utiliser, quel type de cotation vous allez utiliser. C'est vraiment important avant de se lancer dans la démarche pour avoir une bonne visibilité et pas se perdre finalement au milieu de la rédaction de ce document. Donc une fois cette préparation faite, on va pouvoir commencer à repérer l'ensemble des éléments dangereux de vos ateliers, de vos tâches de travail, de vos différentes activités. Et ces éléments dangereux-là vont nous amener à effectuer un inventaire des risques, puisque danger plus exposition égale risque pour les salariés. C'est un travail qui doit obligatoirement être collectif et participatif. L'idée vraiment du document unique, c'est qu'il représente une traçabilité des expositions collectives sur vos postes de travail
et qui puisse être utilisé, comme on l'a dit au début, qui puisse être utilisé quelques années plus tard comme témoin de l'activité qui a été réalisée dans vos locaux. Donc il faut n'oublier personne, il faut que tout le monde puisse donner son avis puisque la connaissance des postes de travail se fait par l'ensemble des strates dans l'entreprise. Tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice. Donc il ne faut rien oublier. Alors c'est toujours le petit point qui peut être un petit peu compliqué ou qui peut faire peur. Ne rien oublier puisque dans n'importe quelle situation de travail, on peut avoir une addition de risques professionnels qui peuvent se retrouver. On parle de risque électrique, on parle de risque mécanique puisqu'on peut chuter, on peut se prendre la main dans un élément en mouvement, on peut se couper, on peut être soumis à un risque d'incendie, d'explosion. Il peut aussi y avoir du risque psychosocial, hein, les fameux RPS dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Pour ne rien oublier, vous verrez dans 2 slides suivantes qu'on peut avoir des outils pour s'aider et pour éviter la peur de la page blanche. Il faut vraiment être guidé dans cette partie de repérage et d'inventaire des risques. En sachant que ce que vous demande le législateur, c'est de pouvoir évaluer les risques dont vous pouvez être au courant. Si vous voulez, on ne vous demandera pas d'anticiper sur de potentiels risques que l'on mettra à jour dans quelques années suite aux différentes recherches et travaux universitaires. C'est vraiment les risques connus et présents au jour J. N'oublions pas aussi le risque chimique. Alors sur cette partie-là, on souhaitait faire un petit aparté. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de prévention et de santé au travail, puisque le risque chimique, comme n'importe quel risque professionnel, doit être pris en compte dans le document unique. La petite particularité, c'est qu'au vu du nombre de produits qui peuvent être utilisés sur certains process de travail ou dans certaines entreprises, les intégrer en tant que tels dans votre document unique peut vite amener à avoir un document brouillon. Donc, il peut être très intéressant, voire même obligatoire dans certains cas, de séparer le risque chimique et de réaliser son évaluation des risques dans des documents à part, avec certaines méthodes particulières, comme notamment les outils CERICH, qui ont été conçus et validés par l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, et les CARSAT, qui sont vos relais au niveau des régions, des départements. Donc ces outils-là sont gratuits, accessibles et vous permettent vraiment de formaliser une évaluation du risque chimique dans un outil spécifique et créé pour le risque chimique. Comment du coup arriver à repérer l'ensemble des sources de danger et des risques professionnels sur vos postes de travail? On va dire qu'il faut commencer par la base, c'est l'observation du travail réel et du travail sur les postes de travail. On l'a vu tout à l'heure, attention aux différences qui peuvent se retrouver entre le travail prescrit, ce qui était prévu dans la fiche de poste, tout va bien, c'est le meilleur des mondes, et entre le travail réel. Mais finalement, mes opérateurs, comment est-ce qu'ils s'adaptent, comment est-ce qu'ils travaillent avec les moyens dont ils ont à disposition? On se rend compte que souvent, on a des différences et qui peuvent nous amener des fois à oublier certains risques ou certaines activités. Donc l'observation sur les postes de travail, très importante pour identifier les pratiques réelles et du coup les risques professionnels que ça fait encourir aux différents opérateurs. Chose très importante, on verra comment capter ces discussions et ces retours d'expérience. C'est le vécu dans l'entreprise, c'est échanger avec l'ensemble des opérateurs, avec l'ensemble des collaborateurs, avec l'ensemble des travailleurs, échanger sur leur vécu, sur leur poste de travail, leurs différentes expériences, pour justement récupérer de l'information qui est très pertinente et qui passe souvent à la trappe, puisqu'on ignore souvent ce travail de discussion. C'est aussi utiliser les indicateurs sécurité, comme les incidents, les accidents du travail, les maladies professionnelles. Alors sur les 2 derniers, les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est très pertinent pour les entreprises à fort effectif qui statistiquement auront plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles et qui pourront nous aiguiller sur la dangerosité de certains postes ou de certaines unités de travail. Pour l'ensemble des entreprises, le facteur incident est très important puisque des études ont montré, c'est pour ça que vous avez une petite pyramide à la fin de ce slide, c'est la pyramide de Bird, qui ont montré que, si vous voulez, pour un accident grave ou mortel, on a tout un socle beaucoup plus important de pré-accident ou d'incident.
l'exemple de quelqu'un qui, en se garant sur le parking de l'entreprise, a 2 ou 3 accidents tous les ans, simplement le pare-choc qui frotte contre un obstacle. Et ben, ces petits incidents, si on les laisse se développer sans réagir, peut-être qu'un jour, entre l'obstacle et la voiture, il y aura un piéton qui passe à ce moment-là. Et du coup, d'un incident qui est juste une rayure sur le pare-choc, on pourra passer à un accident grave si on n'a pas prêté attention à tous ces petits signes avant-coureurs. Donc, toutes ces indications, là aujourd'hui, j'ai glissé, mais ça s'est bien passé, j'ai pu me rattraper et du coup, il n'y a pas de souci, j'ai continué à travailler. Et ben, peut-être que si on n'y prend pas garde, si on n'étudie pas les causes de ces petites chutes à répétition, et ben, il y a un jour où, en se rattrapant, et ben, on va pas prendre la poignée, on va mettre la main sur la scie radiale et du coup, on aura un accident beaucoup plus grave. Donc, ne négligez pas ces incidents, notez-les et travaillez dessus. Comment recueillir justement toutes ces informations? Alors ça, c'est des outils à construire. Ça fait partie des étapes de la démarche de préparation. C'est des documents que vous pouvez trouver, on vous donnera les références à la fin de ce webinaire-là. Vous pouvez trouver soit auprès de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, ou des documents que vous pouvez solliciter auprès de vos services de prévention et de santé au travail. Chaque service de prévention s'organise différemment, mais peut vous apporter des solutions sur tous ces points-là. Donc ça peut être des documents de type chasse au risque. Je vous parlais tout à l'heure de la peur de la page blanche. Et ben pour évaluer une situation de travail lors d'une observation, il vaut mieux partir d'une chasse au risque avec des exemples à supprimer si on ne les voit pas, que partir de la page blanche et à noter tout ce que l'on voit et qui n'irait pas. On est sûr ou beaucoup plus à même d'oublier moins de choses et d'être beaucoup plus guidé en supprimant des éléments plutôt qu'en essayant de noter à la volée tout ce qu'on pourrait voir. Il peut y avoir aussi la mise en place de documents spécifiques qu'on peut appeler des fiches de recueil, des fiches d'incident, des fiches d'amélioration, qui peuvent être des documents à construire. Vous en avez un exemple sur ce slide-là. Tout simplement pour donner la parole et pour donner un moyen de remontée d'informations à l'ensemble des collaborateurs. On a vu que c'était très important d'impliquer tout le monde pour leur expliquer la démarche et essayer de faire prendre cette sensibilisation à la prévention dans une entreprise et aussi pour ne pas se couper de remontées qui peuvent être très pertinentes puisque issues de gens du métier. Donc ces fiches de recueil peuvent être distribuées par exemple avec les fiches de paye à l'ensemble des collaborateurs, peuvent être affichées sur des points de regroupement collectif comme la salle de pause, la machine à café. L'idée c'est vraiment de mettre en lumière la démarche qui est en cours et de montrer que l'avis de tout le monde est important et surtout est recherché et sera pris en compte. Passons maintenant, après le repérage des sources de danger et des situations à risque, à l'évaluation de ces risques professionnels. Alors, on va vous présenter un type de matrice sur ce slide-là. Sachez qu'il n'y a rien de figé. Chacun est libre d'utiliser son propre système de cotation. Celle qu'on va vous présenter a fait ses preuves puisqu'elle est à la fois simple et à la fois elle permet d'objectiver un petit peu des cotations d'événements qui peuvent être compliquées à estimer. C'est une matrice que vous allez retrouver dans beaucoup de documents puisqu'elle est très simple à prendre en compte. C'est simplement un tableau avec 2 entrées. Sur une des entrées, vous avez des probabilités d'occurrence, des fréquences d'exposition à certains dangers, certains risques professionnels. Et sur l'autre entrée, vous avez la gravité probable et attendue de ce risque professionnel-là. Alors, vous pouvez être aidé sur les cotations par des explications, puisque quelque chose qui est très probable, peu probable, moyennement probable, c'est toujours un petit peu, souvent, on doit mouiller. Comment donner un petit peu d'objectivité face à ces choses subjectives? C'est de se donner des idées. Voilà, par exemple, quelque chose qu'on définit comme peu probable, c'est quelque chose auquel on est exposé tous les ans, parce que c'est une opération de maintenance qu'on fait annuellement. Alors, quelque chose qui est très probable, c'est quelque chose, une activité qu'on réalise tous les jours ou plusieurs fois par jour. Pareil pour la gravité. Comment est-ce que je cote une gravité? C'est vraiment la gravité attendue. Je risque la gravité d'une chute de plein pied. C'est souvent on tombe, on se relève, mais il n'y a pas bien plus de blessures derrière. Donc ce sera plutôt sur des gravités 1, un accident, une maladie qui n'entraînera pas d'accident du travail. Alors que le risque routier, la première cause de mortalité professionnelle en France,
la gravité attendue sera plutôt un accident grave avec une incapacité ou un accident mortel. Donc sur le risque routier, la gravité, on la cotera plus sur du 8 ou sur du 10, en sachant qu'il n'y a rien de scientifique. On ne pourra pas venir vous reprocher d'avoir mis une probabilité à 8 plutôt qu'à 4 ou une gravité différente de ce qui pourrait être attendu. C'est vraiment vous qui utilisez, qui façonnez ce tableau et qui l'utilisez à votre convenance. Si vous voulez remplacer le 10, 8, 4, 1 par 4, 3, 2, 1, vous pouvez le faire aussi. L'idée, c'est qu'à la fin de l'utilisation de cette matrice, vous puissiez vous retrouver dans l'évaluation des différents risques professionnels. Comment on l'utilise? Eh ben, tout simplement, on définit que le risque, c'est la probabilité fois la gravité. Dans une petite matrice, on a des chiffres multiplicatifs à l'intersection des deux entrées. Et après, l'idée, c'est de coter justement une situation professionnelle. Ben voilà, on estime qu'on utilise un cutter. Donc, le risque, c'est qu'on ait un accident avec un arrêt de travail, un risque de cutter de coupure. Que ce cutter-là, on l'utilise toutes les semaines parce qu'on ouvre un carton particulier. Donc, on pourra coter cette situation de travail avec un risque moyen, probabilité 8 et gravité 4, ce qui nous amène à un score de 32. C'est un exemple. Ce qui peut être intéressant de rajouter sur ces matrices, c'est l'intégration d'un facteur de maîtrise. Pourquoi? Toujours intéressant dans le document unique de montrer quel est l'impact de votre travail sur les situations, sur la prévention. Le critère de maîtrise, il peut être pris de deux côtés différents. Soit vous pouvez valoriser des actions de prévention, c'est-à-dire que un risque brut, si vous avez fait quelque chose, par exemple votre situation, vous avez mis en place des cutters de sécurité à lame rétractable, typiquement, l'intégration d'un critère de maîtrise à cette matrice d'évaluation des risques pourra montrer que vous avez minoré le risque final et que du coup vous retombez en situation jaune, situation partiellement maîtrisée. Ou inversement, vous pouvez aussi vous rajouter de la contrainte, et le fait que vous n'avez pas mis en place de mesures de prévention peut majorer le risque pour vous montrer que cette situation-là doit être prise en compte rapidement, puisque rien n'a été fait et que ça pourrait être préjudiciable pour les salariés. Donc voilà un exemple de matrice d'évaluation. On avait quelques questions préalables à ce webinaire sur ces matrices-là. Sachez qu'il en existe de toutes sortes, avec 5-6 critères, avec aucun critère où on s'estime juste le risque faible, moyen, important. C'est vraiment à vous de le définir avant de démarrer votre évaluation des risques professionnels et surtout de prendre attache et de prendre contact avec votre service de prévention pour qu'il puisse vous guider par rapport à sa connaissance, à son expérience sur des systèmes surtout qui soient simples à être utilisés dans vos structures. Cette cotation, cette évaluation de l'ensemble des risques professionnels que vous avez retenus dans vos situations de travail doit vous amener à hiérarchiser vos différents risques professionnels en entreprise. C'est la température petit peu qu'on appliquerait à chaque risque et qui nous permet de créer un tableau de bord de l'entreprise. Maintenant, j'ai mes unités de travail, je connais mes situations à risque que j'ai cotées, et je peux rapidement et visuellement savoir quelles sont les unités de travail où je retrouve le plus de situations à risque et surtout le plus de situations à risque d'importance, ce qui va m'aiguiller sur mes priorités d'action. On a vu dans les mesures de prévention à mettre en place. Je peux aussi les trier après, en fonction de la méthode qu'on a utilisée, ça peut être très simple. Je peux aussi trier et avoir une idée des risques professionnels sur lesquels l'entreprise est la plus en retard et sur lesquels il y aura le plus de travail à faire. On est plutôt sur du risque chimique, sur du risque biologique à développer et à renforcer dans l'entreprise. Donc cette évaluation des risques professionnels, cette hiérarchisation de mes risques professionnels, c'est-à-dire mon classement, mon podium des risques professionnels doit m'amener à mettre en place des actions. Maintenant que je connais ce qui est important dans mon entreprise, je ne peux pas me couper de mettre en place le plan d'action, puisque c'est l'objectif principal d'un document unique, c'est repérer et coter pour agir. Et cette partie, j'agis, se fait dans le plan d'action. Alors, une fois que j'ai évalué mon risque, il va falloir que je mette en place différentes actions de prévention qui sont hiérarchisées aussi et coordonnées
Ce que demande le législateur, forcément, ça coule de source, c'est qu'une fois que j'ai repéré un risque, il va falloir que j'essaye de l'éliminer. Est-ce que je ne peux pas me passer de cette situation à risque? Et au moins, je coupe court à tout et j'évite de passer du temps et de l'argent à mettre en place des solutions. Donc déjà, voir si l'opération à risque est essentielle et nécessaire à mon activité. Si elle l'est et que je dois faire avec, il va falloir d'abord essayer de faire ce qu'on appelle de la protection collective, c'est-à-dire comment est-ce que je protège l'ensemble de mes salariés avec une seule mesure de prévention. Alors, notamment dans les risques bruit, par exemple, c'est comment est-ce que je capote ma machine pour éviter que le bruit se diffuse. Et dans ce cas-là, si je capote ma machine bruyante, eh ben, je sais que l'ensemble des salariés travaillant à proximité eh ben, ne seront plus soumis au risque bruit. Et si cette protection collective n'est pas possible, soit financièrement, soit techniquement, reste la solution des protections individuelles, ben mes bouchons d'oreille. Si mes machines sont trop importantes pour pouvoir mettre des capots de protection, ben ça, finalement, je vais protéger au dernier recours mes salariés en leur fournissant un masque anti-poussière, des bouchons, des protecteurs auditifs pour le bruit. Et c'est vraiment la solution à envisager en dernier recours, la protection individuelle. Lorsque vous mettez en place des actions de prévention, donc on parle de plan d'action, ce qui est très important, c'est que toute action définie et toute action qui doit être mise en place doit forcément avoir un critère de priorité, puisqu'on ne peut pas tout régler dans la semaine qui suit l'évaluation des risques professionnels. Donc on définit des priorités et surtout on se donne des objectifs, on se définit des délais et on nomme des personnes responsables pour pouvoir suivre l'ensemble de ces actions de prévention à mettre en place, et pas finalement lors de la mise à jour annuelle ou lors de la prochaine refonte du document unique, simplement constater qu'on avait dit qu'on devait travailler sur telle action de prévention et que tout le monde s'est un petit peu regardé de travers et finalement c'était toujours le voisin qui devait faire, mais ça n'a pas avancé finalement. On se rend compte qu'un an après, on se retrouve toujours avec l'action à faire, puisqu'on l'avait un petit peu oublié. Donc définir des personnes responsables et s'astreindre des délais nous permet d'être sûr de pouvoir avancer. On a vu tout à l'heure un petit peu l'amélioration continue, être sûr que les actions vont pouvoir être faites dans le bon timing. Donc ça peut être écrire tout simplement un petit tableau comme vous l'avez sur le slide. J'ai identifié un risque, j'avais proposé une mesure qui va avoir un certain coût et j'identifie un responsable qui devra s'en charger dans un certain délai. Point particulier pour les entreprises avec CSE de plus de 50 salariés, c'est que ces éléments de prévention doivent être intégrés à un PAPRI Pacte, c'est un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc ce PAPRI Pacte doit être soumis au CSE pour avis et doit obligatoirement comporter la liste des mesures à mettre en place dans l'année, avec les délais assignés qui doivent être contraignants pour réaliser l'ensemble de ces mesures de prévention, les coûts et les ressources mobilisables à l'intérieur du service, et surtout, au PAPRI Pacte, on doit définir des critères d'évaluation de ces plans d'action, c'est-à-dire qu'on doit prévoir comment vérifier que les actions de prévention mises en place ont bien apporter les effets qu'ils devaient apporter. Donc, tous les indicateurs de résultats, les ressources mobilisables, les délais doivent être obligatoirement intégrés au PAPRI Pacte, à ce programme annuel de prévention pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et bien évidemment, on parlait d'indicateurs de résultats à l'instant, après chaque mise en place d'éléments de prévention, on doit réévaluer les risques pour vérifier l'impact des mesures de prévention. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Ou est-ce que je dois de nouveau essayer d'améliorer encore plus ma situation de travail pour minorer le risque à un niveau le plus faible possible? Et après, que fait-on de tout ce travail? Le document unique doit être mis à jour régulièrement en fonction des conditions. Donc soit tous les ans, on l'a vu pour les entreprises de plus de 11 salariés, soit pour l'ensemble des entreprises à chaque fois que les conditions de travail vont être amenées à changer. Soit parce que vous allez modifier vos process, vous allez rentrer un nouvel équipement dans votre entreprise. Du moment où ces nouvelles conditions de travail vont modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés, il va falloir anticiper et évaluer les nouveaux risques apportés. Ou on a aussi une obligation de mise à jour du document lorsqu'on a de nouvelles informations sur les risques professionnels. On en a parlé notamment par rapport au Covid, nouvelles donnes santé-sécurité.
Donc, ces informations-là doivent être intégrées au document unique, puisqu'on a un risque biologique qui est intervenu en 2020, mais on a aussi des modifications de l'activité. On a mis en place du télétravail, on a changé les procédures, ce qui faisait à 3 personnes se font maintenant peut-être plus qu'à 1 ou 2 personnes. Donc, l'ensemble de ces impacts-là, il y a une nouvelle situation, doit amener à revoir le document unique pour prendre en compte la nouvelle donne. Par rapport à cette mise à jour-là, gardez la trace de vos versions de documents uniques. On l'a vu par rapport au dépôt dématérialisé qui va devoir se faire. N'écrasez pas les données puisque l'accès aux documents est possible aux travailleurs, aux anciens travailleurs et aux organismes qui pourraient justifier cette demande-là. Et on pourra vous demander de revenir sur le document unique version 2012, 2013, 2022 pour justifier d'une situation de travail. Si vous avez toujours utilisé le même fichier et que vous avez écrasé les données, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire. Donc gardez l'ensemble de vos données successives. En général, garder une photo du document unique tous les ans est nécessaire et suffisant. Essayez de mettre à jour ce document au fil de l'eau. Pourquoi? Pour éviter de le voir comme une contrainte réglementaire à mettre à jour que tous les ans ou lors d'une nouvelle donne santé-sécurité. Le fait de pouvoir le saisir, le remplir à chaque nouvelle information au quotidien donne un peu plus de vie à ce document et le rend un peu plus compréhensible et donne de la visibilité à la démarche, que ce soit auprès de la direction ou auprès des collaborateurs. Prenant en compte l'ensemble des situations de travail, des nouvelles situations de travail comme on vient de le voir. Et du coup, à chaque fois que vous mettez en place quelque chose qui va modifier soit le niveau de risque, soit la prise en compte du risque, il faut que tout ça soit pris en compte, qui vienne impacter votre document et ses données. Concernant les outils que vous pouvez avoir à disposition pour réaliser cette évaluation des risques professionnels et cette formalisation dans le document unique, attention, en faisant des recherches sur certains moteurs de recherche, vous allez avoir beaucoup de réponses, des réponses qui ne seront pas forcément pertinentes pour votre activité, votre secteur d'activité ou votre organisation d'entreprise. Sélectionnez bien vos sources, utilisez des sources plutôt institutionnelles, comme les documents qui peuvent être émis par les CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, vos services de prévention et de santé au travail auxquels vous adhérez, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui sont des sources pertinentes et fiables. Donc vous aurez notamment pour l'INRS l'utilisation potentielle de ces 2 documents qui sont intéressants. Alors pourquoi ce chiffre un petit peu compliqué à la fin du document? Simplement la référence du document qui va vous permettre de le rechercher sur des moteurs de recherche. Si vous tapez ED 887, vous arriverez sur un document questions-réponses de l'INRS qui peut être intéressant à lire ponctuellement au cas par cas, puisque c'est un document d'une vingtaine de pages qui est structuré par partie, par chapitre, qui va pouvoir vous apporter de l'information sélective sur la forme du document, la mise à jour du document, le contenu du document. Et c'est vraiment aller piocher les informations qui vous intéressent. Autre document d'importance, c'est le guide de mise en place de l'évaluation des risques professionnels dans les TPE. C'est le D840. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est un document qui regroupe les familles de risques professionnels qui peuvent vous concerner dans les entreprises. Et par famille de risques professionnels, vous aurez une page thématique et synthétique sur chaque risque qui vous expliquera, je parle de risque chimique, qu'est-ce que je prends en compte dans le risque chimique, quelles situations, quelques exemples de situations où les entreprises peuvent être concernées par ce risque chimique, et surtout quelques exemples de moyens de prévention qui peuvent être mis en place dans le cadre de la gestion du risque chimique. Et toujours en fin de document, avec des exemples et des redirections vers d'autres documents un peu plus complets, si vous voulez avoir de l'information un peu plus pertinente et précise. Donc vraiment, c'est un document de base qui peut vraiment vous aider à évaluer une situation de travail et à ne rien oublier. C'est un petit peu le principe de la chasse au risque qu'on a vu un petit peu précédemment. D'autres sources, contactez votre service de prévention et de santé au travail. Dans l'offre de service qu'il vous doit suite à votre adhésion, il peut vous fournir des documents internes ou il peut vous aiguiller sur certains documents qu'il a jugés pertinents pour votre activité. Vous avez aussi l'OIRA, qui est un outil institutionnel de l'Agence européenne
et qui peut vous permettre d'évaluer vos risques professionnels et au moins d'entamer la démarche d'évaluation des risques professionnels. Alors, je vais vous montrer, si vous voyez mon écran. Voilà, donc vous pouvez aller voir le lien qui est sur le slide, vous amène sur une page de l'INRS. Donc je vais vous l'afficher en plus gros. Vous voyez que cet outil-là, c'est un outil informatique qui est gratuit, qui demande juste une inscription, parce que vous allez pouvoir suivre la démarche et y revenir au quotidien en tant que besoin. C'est un outil qui a été développé pour différents secteurs d'activité et qui va, en vous guidant sur des questions préconstruites, vous mettre le doigt sur les situations de travail où vous avez peut-être des éléments à améliorer. Donc, vous voyez qu'il est assez complet aujourd'hui, puisqu'on a tout un tas de secteurs d'activité qui couvrent à la fois le commerce, le travail de bureau, l'organisation associative, les clubs sportifs, les entreprises de la propreté, la plasturgie, vétérinaire, coiffure, boulangerie, la mécanique industrielle et de précision. Vous avez un préformatage en fonction du secteur d'activité qui va vous amener à des questions précises et ciblées sur votre secteur d'activité, qui va vous permettre à la fin d'avoir un état des lieux de l'organisation de votre prévention. Et vous avez enfin les outils qui peuvent être mis à disposition par vos branches professionnelles, puisqu'elles ont aussi cette obligation de vous accompagner et de vous suivre sur l'évaluation des risques professionnels. Le but étant d'avoir un accompagnement le plus large possible pour satisfaire à cette obligation d'évaluation des risques professionnels. Voilà, alors comme ça avait été demandé, un exemple de document unique qui n'est qu'un exemple, c'est un format, on va dire, qui répond à l'ensemble des points d'attention que vous devez faire apparaître dans un document unique, c'est-à-dire l'évaluation des risques que vous avez sur la partie gauche, la description des situations de travail ou des situations dangereuses qui font courir ce risque à vos collaborateurs, le recueil des mesures de prévention existantes, puisque j'ai toujours tendance à dire que n'importe quelle entreprise a déjà réalisé au moins 60% de son évaluation des risques. Je ne connais aucune entreprise qui n'a rien fait pour ses salariés et ses collaborateurs. Par contre, je connais beaucoup d'entreprises qui ont fait des choses, mais qui ne l'ont pas retranscrit dans un document papier ou dans un document informatique qui prouve la démarche de prévention. Donc, le recueil des mesures de prévention déjà existantes est important à faire apparaître dans le document unique. C'est une preuve de votre action dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Des pistes d'amélioration qui peuvent être évoquées et surtout la partie cotation hiérarchisation qu'on a vu tout à l'heure avec une matrice dont vous serez libre d'utiliser qui nous permet d'identifier un score, si vous voulez, une priorité de prise en compte dans votre démarche. Ce document unique-là va pouvoir conduire à un plan d'action. On l'a vu, le plan d'action, vous aviez déjà un petit tableau bleu tout à l'heure dans un slide. C'est quel risque a été identifié, quelle situation dangereuse a été identifiée comme d'importance pour votre entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a prévu de mettre en place, avec quel délai, quel coût, quel responsable, et puis simplement pointer quand l'action a été réalisée pour montrer l'avancement dans cette démarche d'évaluation des risques professionnels. Au niveau des annexes, un petit détail qui peut avoir son importance, même si maintenant le travail sur la pénibilité et les facteurs de pénibilité peut vous paraître ancien, puisque date de 2012, il y a depuis une dizaine d'années l'obligation de consigner au document unique l'ensemble des données qui vous ont permis d'évaluer l'exposition aux facteurs de pénibilité. Vous vous rappelez, il y avait 10 facteurs, le bruit, les vibrations, les produits chimiques, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante. Donc, les éléments qui vous ont amené à dire que tel salarié était concerné par tel facteur de pénibilité doivent être consignés dans le document unique, de même que la proportion des salariés exposés à ces facteurs de pénibilité. On parle bien des 10 facteurs initiaux de pénibilité, donc le milieu hyperbare, température extrême, bruit, vibration, travail de nuit, équipe successive alternante, travail répétitif, manutention, posture pénible. Voilà. En sachant qu'il n'y a aujourd'hui que 6 facteurs qui ouvrent droit à des points sur le compte personnel de prévention. Mais l'obligation d'évaluation porte bien sur les 10 facteurs. Voilà pour cette présentation sur le document unique. On arrive au terme de cette heure de présentation. Pour synthétiser, le document unique est le
document de prévention. C'est le premier document qui vous servira à améliorer votre prévention, à prendre en compte cette prévention. Et surtout, c'est le document de référence qui vous sera demandé en cas de démarche, du questionnement des DRETS, hein, des inspections du travail, ou des CARSAT, ou des services de prévention. Si on veut parler de prévention, le seul élément commun, ça va être ce document unique. Donc c'est vraiment un document de base qui doit être réalisé dans l'ensemble des entreprises et pour lesquelles vous pouvez vous demander et solliciter de l'aide et de l'accompagnement auprès des différentes institutions ou différentes associations auprès desquelles vous adhérez pour qu'on puisse vous accompagner et que la finalité du document soit atteinte. C'est un document qui se doit être simple pour pouvoir être complet et mis à jour dans vos structures. Et c'est surtout un document qui est en perpétuel mouvement et mutation, puisque c'est un document qui doit suivre la vie de votre entreprise et qui ne doit pas être figé. Et surtout dont doivent s'approprier l'ensemble des acteurs de votre entreprise. Donc, la direction qui doit impulser un mouvement fort pour donner l'information et l'objectif aux salariés que la prévention est un élément d'importance dans l'entreprise et qui doit faire prendre conscience aux salariés que l'implication de tous est demandée et servira à un objectif commun d'amélioration des conditions de travail et de diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc c'est vraiment une méthode à s'approprier et à construire. Vous n'avez pas une méthode, vous avez autant de méthodes que d'entreprises. N'hésitez pas à vraiment vous faire aider pour que ça colle le plus possible à vos possibilités techniques, à vos connaissances, à vos compétences, pour arriver à la finalité simplement d'amélioration de la prévention. Merci à tous pour votre présence, pour votre assiduité. On reste sur la partie du coup ouverte un peu avec des questions. N'hésitez pas à faire remonter vos questions pour qu'on puisse y répondre en direct. On va essayer de regrouper tout ça pour vous apporter les réponses les plus pertinentes et concises possibles. Si nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des questions par problème de temps ou par un problème de spécificité très précise de la question, on aura tout informatiquement derrière. Ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous pour répondre individuellement sur l'ensemble de vos questions, de vos interrogations.